33 Français sont morts du coronavirus. La France donc demeure le deuxième foyer de l'épidémie en Europe. Voilà qui inquiète et occupe donc les conversations. Alors sur Twitter, Facebook, Instagram, on se rend compte rapidement de l'importance accordée au sujet quand on voit les millions de tweets depuis 30 jours. C'est donc plus de 4 millions avec ce hashtag coronavirus. Et par comparaison, pour qu'on se rende bien compte, les municipales, c'est 800 000, c'est cité seulement 800 000 fois à peu près. Vous voyez aussi, ce qui s'affiche à l'écran là, c'est un nuage de mots. C'est ceux qui ressortent le plus sur Twitter. Aujourd'hui, on parle surtout de l'après. Alors vous voyez, stratégie de dépistage, on pense probablement aux comparaisons avec les autres pays. Suspicion de coronavirus, moyens nécessaires, on voit aussi le mot stade qui ressort, certainement rapport stade 2, stade 3. Alors est-ce qu'on va vers le pire ? Est-ce que vous pensez qu'on va vers le pire ou est-ce que vous trouvez qu'on est devenu un peu fou ? Je le disais en introduction, c'est justement pour rassurer les Français que le chef de l'État s'exprimera demain à 20h. Denis Tillinac, est-ce que vous diriez, comme Gérald Bronner ce matin dans les colonnes du Figaro, que l'on surestime le risque, c'est-à-dire qu'on est devenu un peu irrationnel? Le niveau du risque, je n'ai pas les compétences pour en décider. Ce qui est évident, c'est qu'on nourrit une espèce de psychose collective qui va retrouver quelque part dans l'inconscient de très vieux fantasmes, avec cette effervescence médiatique permanente. Tous les titres, toutes les télés, toutes les radios, on parle que de ça. Or, je viens de chez moi, en Corrèze, où les gens sont ordinaires. C'est pas comme dans ce microclimat parisien où on n'en parle pas beaucoup, on s'embrasse, on se serre la main, on se lave les mains de temps en temps. Mais je veux dire, on n'a pas l'impression que c'est... il y a du monde dans le centre-ville. On a un cas, il y a du monde dans le centre-ville, il y a des gens dans les bistrots. Mais j'ai pris mon train hier, tout le monde vivait normalement. Je suis arrivé dans une soirée avec des amis nombreux dans un restaurant. On s'est tous embrassés, serré la main. Le restaurant était plein. Je me demande si les politiques, les journalistes, à l'intérieur de ce micro-univers qu'il m'arrive de fréquenter quand je monte à Paris, vous n'êtes pas en train de vous intoxiquer un peu, quoi. Il faut nous donner l'adresse du restaurant où vous étiez par contre, parce qu'il y avait autant de monde. Jean-Mathieu Pernin, c'est une histoire parisienne, le coronavirus. Alors, moi, je ne crois pas que ce soit parisien. Non, je n'ai pas dit que c'est l'histoire. J'ai dit que pour les réseaux, j'ai dit qu'il y a une dimension de psychose collective. Je crois qu'il y a ça, en effet, la psychose collective. En même temps, ce que je trouve assez intéressant, c'est vrai qu'on dit souvent, tiens, le gouvernement surréagit. Et en même temps, aussi, on est dans une époque où il y a tellement de fake news que s'il ne réagissait pas, on imagine très bien ce qu'il pouvait y avoir derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu d'autres cas. On se souvient de la canicule, quand on a pris ça avec un petit peu, vraiment un peu de recul, et puis finalement, on y a été. Là, moi, je trouve ça intéressant. En fait, on est obligé de surréagir pour faire face à tout simplement l'après, quoi, c'est-à-dire le reproche. On n'a peut-être pas assez agi, on n'a peut-être pas été assez fort. Et bien là, tout simplement, c'est sûr que c'est pas très joyeux d'entendre tous les soirs quelqu'un derrière un pupitre annoncer le nombre de contaminés et le nombre de victimes, mais je pense que dans l'époque actuelle, c'est nécessaire. On va se poser la question du rôle des médias dans cette crise sanitaire. Mais juste avant, je voudrais qu'on écoute le professeur Delfraissy. Il était ce matin sur France Inter. Et il répondait, lui, à une médecin qui dénonçait la psychose ambiante induite pour elle par les médias. Que l'information est un élément clé pour essayer de garder la confiance. Parce que vis-à-vis de la société civile, tout l'enjeu, c'est de garder la confiance. C'est comment des mesures difficiles prises au niveau politique et gouvernemental, s'appuyant sur des données médicales et scientifiques aussi solides qu'on peut les avoir, mais avec un grand degré d'incertitude, que j'assume, comment arriver à garder la confiance vis-à-vis de nos citoyens. Oui. Donc, l'information, c'est important pour garder la confiance. Jean-Pierre Rosenzweig, est-ce que vous diriez que les médias en font trop ? Moi, j'ai jamais dit ça sur aucun sujet. Le jour où on n'aura plus de médias, on aura de sacrés problèmes, si vous le voulez. Non, je crois que le problème, il est un petit peu différent. Écoutez, quand vous voyez ce que nous avons vu sur la Chine, est-ce que dans l'histoire, enfin, dans mon histoire vivante, j'ai jamais vu un pays qui confinait des millions et des millions de personnes. En d'autres termes, les autorités chinoises ont laissé à penser qu'il y avait quelque chose qui était gravissime, qui était en train de se jouer. Avec l'économie chinoise qui a été impactée immédiatement, on s'est aperçu d'ailleurs que l'économie mondiale était impactée.
C'est pas les médias qui ont créé ça. Non, C'est un fait. C'est un fait de réalité. On peut même, pardon de vous couper, rappeler Ventrobe. que les autorités chinoises ont commencé par emprisonner le médecin qui donnait l'alerte. Donc on ne peut pas accuser les Chinois de s'être précipités Non, mais pour sauf créer qu'ils une ont- psychose. Au contraire, ils ont freiné. Oui, Dans une mais quand première phase, ils ont freiné autant qu'ils ont pu. Quand vous arrêtez quelqu'un qui dénonce quelque chose, vous créez, à mon avis, encore plus d'angoisse, parce qu'on a voulu, à un moment donné, éteindre quelque chose, puis ensuite, on l'a mis au grand jour, et puis on a pris des mesures. Regardez ce qui se passe en Italie, on l'a encore jamais vu nulle part. C'est pas les médias qui ont inventé ça. Alors, c'est une réalité. Alors Il maintenant, ne s'agit pas tant de dire que les médias ont non, inventé. Non. personne n'a Ce dit ça. serait, est-ce Oui. qu'à force d'en parler en boucle tout le temps sur les chaînes d'infos, Oui. etc., on alimente ce que disait le médecin bien ce sûr matin qu'on qui y, intervenait bien sur sûr qu'on y France Inter, contribue. c'est une Où est la psychose. poule, où est l'œuf, on finit par ne plus savoir. Reste qu'il y a une stratégie qui est développée par le gouvernement, qui est de retarder le pic d'épidémie pour ne pas, j'allais dire, que tous les malades, le même jour, se retrouvent éventuellement. Personne ne nie que c'est une maladie, j'allais dire, qui est faramineuse et qui va tuer énormément. Je crois que les décès 98% des les décès sont personnes importants, contaminées plus que pour la grippe. s'en sortent. Mais bon, oui. Un peu plus sont que guéris. pour la moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'actuellement, il y a 26 morts en France, malheureusement, et de voir qu'il y en a 600. 33. 33, mais qu'il y en a 600 et quelques ou 700 en En Italie. Italie. Donc il y a une stratégie qui est développée par les pouvoirs publics français pour retarder et baisser le plus possible le pic de grippe, etc. Enfin, le pic de grippe, le pic de coronavirus. Donc je pense qu'effectivement, la politique publique est très dure à expliquer, si vous le voulez, en l'état. Parce qu'effectivement, il y a des comportements anxiogènes. Il y a tous les, et j'allais dire, à partir des images que les gens voient sur ce qui se passe en Chine et ce qui se passe en Italie, il y a effectivement de quoi être anxieux. À mon avis, de manière excessive, parce que, somme toute, on va avoir quelque chose qui aurait été l'équivalent d'une grande épidémie de grippe, encore que, sauf faire de ma part, en 1911, la grande épidémie de grippe, elle a tué bien plus qu'on ne pourra jamais tuer le coronavirus. Et la grippe ordinaire tue chaque Oui, année. tue chaque année, etc. Elle va encore tuer d'entre 10 et 15 000 cette année, comme tous les ans. Franck Ferrand livrait cette réflexion, le Franck Ferrand, journaliste et historien, livrait cette réflexion dans le Figaro lundi. Dans les colonnes du Figaro, il disait « Pour la première fois, sans doute, avec cette crise du coronavirus, la réflexion politique s'est mise au diapason de la frénésie médiatique. Les chaînes d'infos, en fait, il dit, les chaînes d'infos ont imposé leur rythme aux médecins qui doivent délivrer analyse sur analyse toute la journée, à tour de bras, le point presse tous les soirs des hommes politiques. Judith, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, le papier est très bon, d'ailleurs, je le conseille à tous nos internautes. En fait, il dit à la fois qu'il y a un emballement politico-médiatique et que c'est absolument inévitable, étant donné le rythme des médias, l'angoisse qui existe face à un virus qui est inconnu. Il y a ça aussi, hein. C'est une donnée qui participe. Aujourd'hui, personne ne sait où ça va aller. Ça, c'est clair. Oui, qui participe vient de beaucoup, Chine. alors, qui vient de Chine accessoirement, qui participe beaucoup à l'angoisse des gens. Donc il y a ce rythme des médias, la surinformation, joint au principe de précaution, qui est une notion relativement nouvelle. C'est Jacques Chirac qui l'avait introduite dans notre Constitution. Principe de précaution qui peut mener aux choses les plus saines. Moi, je trouve, n'en déplaise à Denis Tillinac, que dans une ambiance comme celle-là, c'est pas très grave de ne pas se serrer la main ni de se faire la bise, Bon. et c'est plutôt mieux parce que ça peut éviter Un peu ridicule. un mode de contamination. Hein. J'aime bien braver les interdits, mais là, je trouve pas ça très excitant, en l'occurrence. Chacun son érotisme. Voilà, donc, Autre débat. bon, le principe de précaution peut justifier et amener chacun à adopter des comportements de bon sens, mais il a aussi son revers, qui est que quand les politiques se l'appliquent à eux-mêmes, on arrive tout de suite à une surenchère parce que les politiques sont forcément gagnants quoi qu'il arrive. S'ils ont pris trop de précautions, c'est pas grave, on va pas leur reprocher l'absence de mort. Et comme ils en ont pris beaucoup, et s'ils en prennent beaucoup et qu'il y a effectivement beaucoup de victimes, on dira voilà quelqu'un qui a agi avec pertinence et raison. Donc tout ça pousse à la surenchère. Sich qui nous regarde en ce moment, Sich qui nous regarde en ce moment sur le Figaro.fr nous dit, il vous fait un clin d'œil de Tillinac, il nous dit « Je vis dans le Limousin, pas de rayon vide dans les magasins, pas de psychose ». Et il rajoute, 2005 rajoute, ne devrait-on pas protéger les personnes à risque ?
et laisser vivre normalement les autres. C'est déjà le cas, parce Jean-Mathieu que là Perrin. aujourd'hui, les visites dans les EHPAD sont interdites par le ministre de la Santé, donc déjà il y a quand même des premières mesures qui sont prises. Mais c'est vrai, moi ce que j'ai trouvé, pour aller dans votre sens, ça c'est impressionnant, c'est quand même l'Italie. C'est-à-dire c'est notre voisin premier, enfin un de nos voisins qu'on connaît très bien, un pays comme ça, et on voit à quel point là c'est un système de santé qui est vraiment défaillant et qui n'a pas su prendre en compte sa population. Et c'est là où c'est assez dramatique. On voit quand même que, parce que par exemple en Espagne, ils sont un peu inquiets pour leur service, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, c'était vraiment le cas de l'Italie. Et malheureusement, c'est un test grandeur nature sur la bonne santé des services de santé dans le monde. J'étais ce matin sur une autre antenne avec le professeur Kahn, Axel Kahn, médecin, épidémiologue, donc, qui disait que le système de santé des Italiens et Français était à peu près les mêmes, que le leur était aussi bon, mais que simplement, il y a eu un retard dans les prises de décision politiques. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Si notre système est aussi bon que le leur, on doit être inquiet pour les 3 semaines qui viennent. Hein. Oui, J'espère que le nôtre est un peu supérieur et que deuxièmement, parce que vous n'oubliez pas qu'on sort d'une crise sur l'hôpital. Enfin, Ouais. on sort. Oui, On est toujours dedans. On est sur une crise sur C'est l'hôpital vrai. en général, Ouais. sur les urgences en particulier. Ouais. Donc effectivement, la stratégie qui consiste à retarder la montée en puissance on est d'accord. est plutôt une bonne stratégie, avec quelques précautions à prendre. Mais effectivement, il ne faut pas aller jusqu'à des mesures aussi extrêmes que l'Italie, ou alors là, ça devient de la psychose, enfin bon, la peur. Jean-Mathieu Perrin, avant de conclure ce sujet, ce débat, est-ce que vous pouvez nous raconter, surtout aux internautes, comment vous faites le choix de vos sujets le matin? Comment vous vous dites le matin en arrivant à RTL, je parlerai du coronavirus, je n'en parlerai pas, sous quel angle? En ce moment, il n'y a pas de choix. Je crois que c'est exactement comme la une tout à l'heure du Figaro Magazine. En fait, les angles, je pense que nous tous, ça devient un peu compliqué d'ailleurs de trouver des angles, parce que je pense qu'on est en train de tous les faire. Le but, en fait, ce n'est pas d'exciter la population. C'est pas du tout ça, c'est d'informer. Alors après, il y a certains médias. C'est sûr, quand quelqu'un tousse dans le Morbihan, on fait une émission spéciale. Là, ça devient compliqué. Après, sur des médias plus généralistes, comme les nôtres ou moi sur lesquels je travaille, eh bien, on va aller dans chaque cas de la société. Par exemple, en ce moment, il y a eu cette semaine énormément de points sur l'économie. L'économie, ça a été notamment quand on a vu, par exemple, ces avions qui volaient à vide pour garder des couloirs aériens. On découvre des choses assez incroyables. Ou quand on voit ce monde du spectacle qui a eu l'année dernière les Gilets jaunes, ensuite la crise des la grève des transports et maintenant le coronavirus, on se rend compte que là, il y a un point de vue économique qui est très difficile. Et ensuite, il y a un point de vue aussi environnemental qui est assez étonnant qu'on commence à voir maintenant. C'est-à-dire que tout le monde s'intéresse à l'environnement, mais quand ça va reprendre la croissance, tout le monde va s'en fiche parce qu'il va falloir y aller à fond de nouveau. Et là, il va y avoir des émissions de carbone beaucoup plus importantes. Donc, il y a énormément de choses. Ça touche tous les domaines et même le football. Vous voyez, ce soir, Paris Saint-Germain joue à huis clos. Et comment, aujourd'hui, on peut traiter ça? Donc, vous voyez, c'est multiple. Et plus que jamais, il est fragilisé. Il y aura les supporters autour qui feront masse. Il y aura 10 ou 20 000 supporters. Ça sera bien à peu près pareil. Et il faut rappeler une règle simple qu'on connaît bien, c'est que quand nos lecteurs ou nos auditeurs ou nos téléspectateurs trouvent qu'on rabâche, que l'information qu'on donne n'a aucun intérêt et sature, ils nous le font savoir. Bien Ils sûr. arrêtent de nous lire, ils arrêtent de nous Bien sûr. écouter. Donc, et là, c'est pas le cas. Et écoutez, on pose la question depuis tout à l'heure sur Twitter à tous ceux qui nous regardent, aux internautes, c'est pas un sondage. Selon vous, a-t-on surestimé le risque du coronavirus? Et 60% d'entre eux nous disent que non. Non. Donc voilà, on a envie d'être informé, on a envie de savoir et on clique sur les articles. La question, maintenant, Coronavirus. c'est par rapport aux élections municipales, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se posent la question. Qui se tiendra quand même C'est-à-dire au dimanche. Eh bien, Il y aura plus de. si ça doit se d'abstention. tenir, est-ce qu'il y a plus d'abstention? Ouais, Voilà. Il y aura un peu plus, apparemment. Peut-être. C'est Oui, une mais- information. pardon, Jean-Pierre un mot, Molenbeek. non, il y a une certitude par rapport à ce que vous disiez. Oui. C'est que des problèmes qui étaient plutôt enfouis là, avant le coronavirus vont revenir en première intention. Par exemple, la dépendance économique, oui. la dépendance sur les médicaments, Bien sûr. la dépendance sur ceci. Et quelque part, il va y avoir la nécessité d'avoir d'autres stratégies privées et Bien publiques sûr. sur nombre de points. Notamment la relocalisation, par exemple, des Voilà. entreprises, choses comme ça. Vous dites comme Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il y aura un avant et un après. Et j'étais en train de chercher qui l'avait dit, mais je pense qu'on peut penser comme le De ministre. même que la Oui. crise financière de 2008 est dans toutes les mémoires et qu'aujourd'hui, l'argent qui est mis massivement, qu'on soit créé non seulement à lutter contre le coronavirus, mais aussi à essayer de limiter au maximum les dégâts économiques que ça fait, ça c'est une leçon de 2008. Fait,